Chères toutes et tous, merci d'être venus si nombreux pour cette grande exposition. Je dis grande exposition parce que nous avons souhaité qu'elle habite pratiquement toute l'institution, tout le mémorial. Vous le verrez en découvrant les expositions que nous avons intitulées Simone Veil, mes sœurs et moi. Et je vais remercier un certain nombre de personnes qui nous ont aidés dans la mise en œuvre de cette exposition, parce que vous le verrez en découvrant le parcours, qu'il y a énormément de documents inédits, de témoignages inédits, d'objets, de lettres, de manuscrits. Et donc je vous invite à les découvrir. Je voudrais bien sûr saluer quelques personnes que j'ai vues dans l'assistance, Laurence Patrice, qui représente la maire de Paris, Patrick Lugman, le président du comité français pour Yad Vashem, et j'ai fait une bêtise parce que j'ai commencé à citer des noms et je vais en oublier. Mais ne m'en veuillez pas en tous les cas si j'ai oublié de citer certains représentants d'institutions ou d'associations que je remercie d'être présents. Alors en premier lieu, vous le comprendrez, hein, mes remerciements vont à David Teboul qui a réalisé cette exposition avec le talent et la sensibilité qu'on lui connaît. Mais cette exposition n'aurait pas été possible sans la complicité, l'aide, le soutien et le prêt de documents de la famille de Simone Veil et de Denise Vernet. Donc bien sûr, je voudrais remercier Jean et Pierre-François Veil, mais également Viviane de Boutigny, Laurent Vernet et Michel Vernet. Je voudrais remercier aussi un certain nombre de personnes qui ont aidé à la réalisation d'un certain nombre d'aspects de cette exposition. Nous avons bénéficié des voix d'Isabelle Huppert, de Marina Foix, de Dominique Raymond, d'Emmanuel DeVos et de Mathieu Amalric. Et nous avons pu aussi bénéficier des planches originales de la bande dessinée Les Sœurs Jacob, grâce à Marie Desplechin et Fred Bernard. Je voudrais remercier Tatania Tilly et Louise Rioux et l'agence Eva à la Ombran, Clément Dupré, Clara Lenné, Sophie Giscard, qui ont coordonné la réalisation d'expos côté mémorial. Hein, c'est ce que nous appelons le service des expositions au mémorial. Et je voudrais immédiatement associer toutes les équipes du mémorial, en particulier Flavie Bitan et Nada Majowska à la communication, les équipes de la logistique, de la comptabilité, de la sécurité, la programmation de l'exposition, la programmation des activités culturelles, puisque l'exposition s'accompagne de tout un programme qui va se dérouler dans l'auditorium durant les mois à venir. Je voudrais remercier Éric Pillot et Marguerite Devigne pour la création graphique, Cécile Degausse pour la scénographie de l'exposition, Olivier Coignard pour la création sonore, Barnabé Filion qui a créé pour l'exposition une fragrance de mimosa marin que vous découvrirez tout à l'heure, Romain Augros pour les installations audiovisuelles, Martine Roux et Caroline de Tournay qui ont réalisé avec David Teboul les films de l'exposition, la maison d'édition Les Arènes, en particulier Jean-Baptiste Noya, Frédéric de Souza et Daniel Berthereau, puisque l'exposition s'accompagne d'un livre catalogue assez important et qui sera accompagné également d'un autre livret concernant les œuvres réalisées par Jean Jacob, qui devrait sortir dans quelques semaines.
Je voudrais aussi remercier nos partenaires financiers, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le ministère des Armées, le cabinet Deloitte, qui ont tous aidé, parrainé cette exposition, ainsi que nos partenaires médias, France Inter, France Télévisions, le magazine Society, les éditions des Arènes et la société 10.7. Voilà, pardon pour ces longs remerciements, mais derrière une telle exposition, il y a de nombreux acteurs et c'est important, ils ont tous associé leur talent pour que cette exposition puisse voir le jour. Voilà, c'en est fini des remerciements. Je vais donner la parole à mon président préféré, le président Éric de Rothschild, président du Mémorial de la Shoah. Je voudrais d'abord remercier Jackie d'avoir présenté tous ces remerciements et je me joins à lui et je ne vais pas les répéter. Mais c'est avec une énorme émotion que je vais ouvrir cette exposition. Avec M. Teboul, je l'ai parcouru trop rapidement il y a quelques instants et je l'ai trouvé tout à fait extraordinaire et vraiment je le félicite d'avoir réussi à présenter aussi bien des gens que j'ai c'est surtout Simone que j'ai tout de même très bien connu et avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur les différents problèmes de la communauté. Et donc, c'est avec émotion que je vais l'inaugurer. En effet, cette exposition n'est pas une exposition de plus sur Simone Veil. Elle a un point de vue inédit. Elle invite les visiteurs à entrer dans le quotidien, voir l'intimité de la famille Jacob, afin de créer dans le quotidien, de voir l'intimité de cette famille, de créer un lien entre l'histoire d'une famille et l'histoire collective. Elle relève la stigmatisation brutale que l'histoire a fait surgir, le bouleversement de la déportation, des vies brisées, l'énergie de la reconstruction, la force de l'engagement après toutes ces horreurs. Le mémorial est fier de réaliser cette exposition et heureux aussi, Simone Veil, mes sœurs et moi, qui s'appuie sur un ensemble d'archives exceptionnelles. Et je tiens à remercier David Teboul, le commissaire de l'exposition, ainsi que les équipes du mémorial pour ce travail remarquable. Nés à Paris, André et Yvonne, ses parents, sont installés à Nice en 1924. Simone est la benjamine de cette fratrie de 4 enfants. Elle est née en 1927. André, son père, est architecte. Yvonne, sa mère, a poursuivi ses études de chimie, brillante, cultivée. Elle incarne, tout particulièrement à cette époque, un modèle d'indépendance. Les enfants sont éclaireurs chez les scouts. C'est Jean qui a été inscrit le premier, car l'écrira Tenise, Jean était trop entouré de femmes, il fallait qu'il voie autre chose. Les sœurs seront également éclaireuses et Simone rappellera souvent les vertus de cette expérience qui lui a apprises. Elle dira même « Je dois au scoutisme d'avoir survécu à Auschwitz ». Avant la guerre et avant la Shoah, la famille Jacob est une famille heureuse comme tant d'autres. Simone Veil décrit dans différentes lettres cette enfance heureuse à Nice. Les photos conservées de mon enfance à Nice le prouvent.
Nous formions une famille heureuse. Nous voici les 4 frères et sœurs serrés autour de maman. Quelle tendresse entre nous. Sur d'autres photos, nous jouons sur la plage de Nice. Nous fixons l'objectif dans le jardin de notre maison de vacances à La Ciotat. L'aîné, Madeleine, dite Milou, Denise, Jean, puis moi Simone. On devine que les fées s'étaient penchées sur nos berceaux. Ce bonheur est difficile à restituer en mots parce qu'il était fait d'ambiance calme, de petits riens, de confidences entre nous, d'éclats, de rires partagés, de moments tout à fait perdus. C'est une famille peu politisée. Les enfants n'ont d'ailleurs pas les mêmes opinions. Les parents n'ont d'ailleurs pas les mêmes opinions. André lisait le quotidien local de droite, quand Yvonne est plutôt proche des idées du Front populaire. C'est également une famille tout à fait laïque, selon les mots de Simone, conservés dans les entretiens audiovisuels réalisés conjointement par l'INA et la FMS, et la religion semble avoir été absente depuis longtemps. Elle dira même, pour mes parents, la religion n'existait pas. Leur attachement au judaïsme n'était pas du tout lié à la religion. Je dis leur attachement parce qu'en même temps, c'étaient des juifs qui se reconnaissaient comme tels. Des juifs qui se reconnaissaient comme tels, mais d'abord français et confiants dans la solidité des principes de la République. André, son père, ne doutait pas que cette dernière le protégerait, lui, le vétéran de la Grande Guerre. La suite, nous la connaissons. En 1940, dans la zone dite libre, André est interdit d'exercer son métier d'architecte. Les restrictions s'abattent progressivement, les unes après les autres. Puis l'occupation italienne permet à la population juive de souffler. Mais en décembre 1943, avec l'arrivée des nazis sous la direction du SS Alois Brunner, les Juifs sont activement recherchés, pourchassés jusqu'à dans les rues de Nice, violentés et déportés. Denise et Madeleine diront combien leur mère aura su, en toutes circonstances, garder son calme, sa dignité, une vision optimiste des événements, une présence, une sérénité, un optimisme extraordinaire, dira Simone. Après l'arrestation de leur voisine, la famille Jacob prend conscience du danger. Denise et Milou, alors, en camp de restriction, voient des restrictions s'abattre progressivement les unes après les autres. Puis, l'occupation italienne permet à la population de souffler. Mais en septembre 1943, avec l'arrivée des nazis, sous la direction de SOS Brunner, les Juifs sont activement pourchassés dans les rues de Nice, raflés, violentés et déportés. Denise et Madeleine diront combien leur mère aura su, en toutes circonstances, garder son calme, sa dignité et même une vision optimiste des événements. Une présence, une sérénité, un optimisme extraordinaire, dira Simone. Après l'arrestation de leurs voisins, la famille Jacob prend conscience du danger. Denise est moulue et est devenue éclaireuse, sont prévenus par leur père, et Denise partira directement à Lyon sans repasser par Nice. Denise s'est engagée très tôt dans les actions de résistance. D'abord, une association d'aide dans des actions de résistance à Nice. Puis, elle entre officiellement
dans le réseau franc-tireur lorsqu'elle rejoint Lyon sous le pseudonyme de Miarca. En 1943, elle rentre dans cette opération. Elle est l'agent de liaison. L'exposition montre les lettres que la famille continue d'échanger. Simone y confesse notamment son premier amour, qui durera toute sa vie. Simone a dû renoncer au lycée, mais elle passe pourtant son bac. Le 29 mars 1944, le lendemain, alors qu'elle allait fêter la fin des examens avec quelques amis, elle est arrêtée. Simone, Madeleine et Jean sont appréhendés dans les heures qui suivent et rejoignent Simone dans l'hôtel Excelsior, transformé par Brunner dans un QG et un centre d'interrogatoire pour les Juifs arrêtés. Tous seront transférés à Nazi. 2 semaines plus tard, Yvonne, Madeleine, Simone seront déportés de Drancy au camp d'Auschwitz par le convoi numéro 71. Elles ne seront jamais séparées et vivront ensemble l'horreur des convois et des camps, se soutenant et s'encourageant constamment. Lorsqu'elle découvre l'arrestation de la famille, Denise décide de s'engager plus directement dans la lutte armée et elle rejoint la Savoie. C'est en récupérant du matériel parachuté, j'imagine sa bravoure de faire ce genre de choses, en récupérant ce matériel parachuté au cours d'un long périple qu'elle est arrêtée à un barrage routier en 1944 par la Gestapo. Déportée au camp de Ravensbrück en juillet 1944, elle partage la vie des résistants déportés. Transférée à Mauthausen, elle sera libérée en avril 1945 et emmenée en Suisse, d'où elle pourra rejoindre Paris. Simone, Milou et Denise rentreront de déportation, toutes les 3 survivantes sur une famille de 6 personnes. Leur mère mourra au camp de Bergen-Belsen en mars 1941, après les effroyables marches de la mort. Les poèmes de Denise, écrits en août 1945, témoignent de la façon déchirante et du vide que sa disparition laissera à ses filles. Leur père et leurs frères, déportés dans le convoi 73 en Lituanie, ne rentreront pas. L'exposition consacre une salle à Jean, dont on voit notamment les photographies, prémisse qui n'aura pas la possibilité de se déployer. Denise, la première libérée, puis Simone et Madeleine, depuis Bergen-Belsen. Ils se retrouvent toutes les 3 à Paris, chez oncle et tante Madeleine, qui est partiellement affaiblie et elle a besoin de soins intensifs. Si les épreuves de la déportation étaient alors indicibles, les difficultés de retour seront immenses. Le court séjour en Suisse de Simone en témoigne également. Les survivants ne bénéficiaient pas de l'attention et de la compassion qu'ils auraient méritées. Citons Denise. Le plus difficile, ce fut sans doute le regard que les autres portaient sur nous. Certains éprouvaient de la compassion. Ils avaient envie de nous parler, mais sans savoir quoi nous dire, et ils étaient gênés, craignant d'en dire trop ou pas assez. Nous rencontrions aussi l'indifférence totale. Nous entendions des commentaires déplacés ou même grossiers. À la fin de l'été, lorsque ma sœur et moi nous avions les bras nus, avec les tatouages apparents, nous avons entendu. On croyait qu'ils étaient tous morts, ou, encore pire, hélas,
il y en a qui ont survécu. On sentait que certainement ils se demandaient « Mais pourquoi sont-ils là ?» Les 3 sœurs reviennent pourtant à la vie par les études, les rencontres. Les 3 sœurs Jacob étaient très courtisées, dira Denise. Simone se marie avec Jean en novembre 1946. Rencontrée à Sciences Po, Denise avec le résistant Alain Vernet, qu'elle suit à Londres, où elle est correspondant de Francis, où il est correspondant de Franc-Tireur. Madeleine travaille au CNRS après avoir réussi la première licence de psychologie nouvellement créée, et elle se mariera avec Jean Pompolski, confrère du CNRS. L'exposition montre également les photos de ces années de reconstruction, le retour à la vie, la naissance de leurs enfants, jusqu'au nouveau drame en 1952, où Madeleine meurt dans un accident de voiture et son bébé de 15 mois s'éteint à l'hôpital dans les bras de Simone. Cette nouvelle tragédie laisse les 2 sœurs, Simone et Denise, complètement orphelines et inconsolables. Elles resteront proches, soudées dans le silence comme dans des dialogues sur leur vécu à la déportation n'est pas la même. Vous l'avez entendu à travers leurs histoires. Celle de résistance n'est pas celui de juive. Et cet écart restera entre elles une sorte de non-dit. Mais elles montreront surtout, toujours, qu'après ce qu'elles avaient enduré, aucune ne pourrait jamais avoir peur de rien. Simone et ses sœurs montrent l'exemple. Elles ne cesseront pas de se battre pour des idéaux dont elles ont hérité, et elles seront à la hauteur de cet extraordinaire héritage. Ce que craignait Simone Veil, ce n'était pas tant l'oubli que la banalisation. Peut-être cette crainte l'a-t-elle conduit à témoigner avec la force que l'on sait. Et ce n'est que tardivement, lorsque Simone Veil aurait passé 50 ans, que la France découvrit que les racines de son engagement plongeaient dans la noirceur absolue, innommable des camps de la mort. C'est là qu'elle trouve en elle, pour survivre à sa part de profonde, secrète, inaliénable, qu'on appelle dignité, dira le président de la République à la cérémonie d'entrée au Panthéon de Simone Veil. Son témoignage porte encore près de 10 ans après la mort, continuant de nous indiquer le combat à mener. Son témoignage porte toujours, par sa force même, son témoignage, et porte aussi parce qu'il est relayé par d'autres qui ont voulu poursuivre et le prolonger. Nous remercions chaleureusement David Teboul, dont le travail s'est nourri des discussions et des rencontres avec Simone Veil, de son portrait intime réalisé en 2003, avec 5 tableaux sonores et visuels qui ont marqué la cérémonie du Panthéon. Il donne ainsi un écho salutaire et précieux à la voix de Simone Veil. Tu laisses au monde une trace belle et profonde, Simone, qui rend fière et inoubliable toutes les filles de Birkenau. Ce sont les mots de sa compagne de déportation, Marceline Loridan-Ivens, cet extraordinaire personnage. Elle dira ça à l'enterrement de Simone Veil. Oui, Simone Veil et ses sœurs laissent au monde une trace belle et profonde que nous avons le devoir de fructifier au nom de leur combat. Je vous remercie.
Alors j'invite Pierre-François Veil, qui nous fait l'honneur avec Jean de leur présence et qui va nous dire quelques mots. Non, rassurez-vous, ce n'est pas mon discours. Ce n'en est que le début. Monsieur le Président du Mémorial, cher Éric de Rothschild, Monsieur le Directeur Général du Mémorial, cher Jackie Fredge, merci de cette exposition. Merci d'avoir demandé à David Teboul d'en être le commissaire. Merci David d'avoir accepté d'en être le commissaire. Merci à tous les trois de cette exposition, Simone Veil, mes sœurs et moi, pour laquelle je suis sûr, mon frère Jean, mes cousins et cousines devant moi, se joignent à moi pour vous exprimer tous nos plus vifs remerciements, nos plus chaleureux. Vous avez remercié tout le monde, et donc vous m'épargnez de devoir à mon tour oublier des noms. Cher Éric, Monsieur le Président, vous avez, dans ce magnifique discours, rappelé l'histoire croisée, j'allais dire tressée, entre maman et ses sœurs, entre Denise, Madeleine, maman. Et donc vous mettrez sur le compte de mon émotion de devoir me pardonner de ne pas parler beaucoup plus de cette exposition que je n'ai pas encore vue, mais que j'ai visitée par le magnifique livre qui en a été fait et dont vous a parlé tout à l'heure Jackie Fredge. Mais parmi les remerciements que vous avez exprimés, cher Jackie, vous avez cité la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que j'ai l'honneur de présider après avoir succédé à votre cousin David de Rothschild, pour lequel nous avons une pensée émue ce soir, pour tout ce que votre famille a fait depuis tant d'années, et pour la mémoire de la Shoah, et nous y reviendrons dans un instant. Les liens entre la Fondation pour la mémoire de la Shoah et le mémorial sont historiques, indéfectibles. La présence de son vice-président, Serge Klarsfeld, que je vois ici aux côtés de Beate, le manifeste encore. Et vous devez savoir, vous devez vous souvenir, cher Jackie, que bien avant l'existence de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, déjà, maman militait ici, venait ici, et moi-même, à la fin des années 80, au début des années 90, il y a plus de 35 ans, Éric m'avait fait la confiance, j'espère que je ne l'ai pas trahi, de m'inviter à siéger alors je crois qu'on appelait ça le comité exécutif à l'époque. Au comité exécutif de ce qui n'était pas encore le mémorial, de ce qui était le centre de documentation contemporaine juif. Et le mémorial du martyr juif inconnu, puisque c'était le lieu. Il y avait deux institutions qui ont été fondues dans une seule, ce qui est aujourd'hui le mémorial. Mais le centre de documentation juive contemporaine portait vraiment bien son nom. Vraiment bien. Créé en avril 1943, c'est-à-dire au moment même où, à 2000 km de Paris, les Juifs se révoltaient à Varsovie, les Juifs dont on dirait plus tard qu'ils s'étaient laissés conduire à l'abattoir. Ils se révoltaient au ghetto de Varsovie. Et bien dans le même temps, et bien sûr sans le savoir, un rabbin doué d'une
une prémonition incroyable, Schneerson, déposait les statuts à la préfecture du Rhône, oui, à Lyon, déposait les statuts d'une association, le Centre de documentation juive contemporaine, et commençait à réunir de la documentation. Et aujourd'hui, 83 ans plus tard, le mémorial est devenu un centre magnifique de documentation. Il est devenu le bâtiment magnifique qui nous accueille aujourd'hui. Je vous assure qu'en 1990, vous vous en souvenez, cher Jackie, avant la Fondation pour la mémoire, il n'était pas ce qu'il est. Et à la fin des années 80, avant la première phase de travaux, la stèle avait été construite, la salle mémorielle avait été construite, le mur était construit, mais pour le reste, le centre de documentation juive contemporaine était abrité dans un bâtiment en bois, adossé contre le mur. Et même si à l'époque je n'avais pas le poids que je fais aujourd'hui, chaque fois monter les escaliers était une épreuve psychologique de savoir si les lattes de bois allaient ou non résister. La Fondation pour la mémoire de la Shoah, depuis sa création, a soutenu inlassablement le mémorial, et le mémorial ne l'a jamais déçu. Alors évidemment, je suis mal placé aujourd'hui à la présentation de cette exposition qui parle quand même un tout petit peu de maman, et après tout, il y a tellement de gens qui payent 100 € par semaine pour aller s'allonger et parler de leur mère que, pour moi, être ici, la tentation serait grande. C'est pour ça. Mais je veux remercier le mémorial de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il fera. Et à ce titre, je me suis demandé ce que je pouvais faire au-delà de parler. Et je me suis dit qu'au fond, je pouvais faire ce dont le mémorial a le plus besoin. Enfin, le plus besoin, c'est la Fondation qui s'en occupe. Mais sinon, c'est vous remettre ces archives, cher Jackie. Vous apportez ces archives qui sont les miennes, qui sont mes archives du temps où j'étais au comité exécutif, cher Eric, du CDJC. Et vous y trouvez des choses pas très intéressantes, mais vous y trouverez aussi toutes les archives du dossier de reconnaissance d'utilité publique du mémorial, qui ne date que de 1991 ou 1992. C'est dire le chemin parcouru, c'est dire ce qu'était le mémorial, qui n'avait pas encore donc cette reconnaissance d'utilité publique. C'est dire le chemin parcouru depuis, ce que vous avez fait, ce que vous avez porté. Vous, Éric, le président, vous, Jackie, son directeur général. Et puis alors, en feuilletant, comme je l'ai fait moi avec émotion, en retrouvant ce dossier que je voulais vous apporter aujourd'hui, vous retrouverez un certain nombre de... Alors d'abord, vous retrouverez des budgets. Et à l'époque, les budgets étaient tellement faibles qu'ils étaient faits à la main, sur une feuille de papier, écrits à la main d'une main de Madame Meslia. Et puis, vous retrouvez la liste des soutiens depuis le premier jour du mémorial. La liste des gens qui étaient tout le temps là. Il y en a qui étaient parfois excusés. Je vous ai même trouvé une fois excusé, vous, Jackie. Même moi, j'ai été excusé. Il y a quelqu'un qui est tout le temps là. Tout le temps. C'est Serge Klarsfeld. En 1989, en 1990, en 1991, en 1993, et encore aujourd'hui, bien sûr, à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont il est le vice-président, il est tout le temps là, et de tous les combats. Alors, ce que je voulais vous dire, Serge, mais je suis tellement mal placé, moi, pour vous le dire. La mémoire de la Shoah, la mémoire des 76 000 juifs déportés de France a, à votre égard, une dette imprescriptible que nous ne devons pas oublier. Mesdames et messieurs, je vous demande de saluer la présence
et d'honorer de vos applaudissements Serge Klarsfeld. Voilà, j'en ai presque fini. Sinon, vous suggérez, vous demandez, vous priez, vous incitez, vous obligez à faire ce que je fais, c'est-à-dire à remettre au mémorial les archives qui sont dans vos placards, derrière des portes, dans des boîtes à chaussures, dans des valises. Tellement souvent, quand nous lisons des récits d'anciens déportés ou d'enfants ou de petits-enfants de déportés, ils disent « on a retrouvé dans une valise et tout d'un coup on s'est rendu compte ». Ouvrez ces valises et donnez ces documents. Le mémorial en a besoin, le mémorial compte sur vous. Et vraiment, c'est essentiel à l'écriture d'une histoire que le monde a tendance, en dépit de l'imprescriptibilité des crimes commis, à vouloir tenter d'oublier. Vraiment, pensez-y, retrouvez ces archives, donnez-les au mémorial. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était pour moi très émouvant d'entendre Pierre-François sous le regard doux de Simone Veil, qui était tant attachée au mémorial, qui a veillé, dès la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, à ce que le mémorial soit soutenu par la FMS. C'est très émouvant pour moi de voir à travers vous l'ambassadeur du mémorial, qui est à la fois ambassadeur pour la mémoire de la Shoah, et je suis ravi que tout ça ait été croisé en évoquant le travail et le rôle de Serge et Béate, à qui nous devons tant, par leurs travaux, mais par leur présence, parce qu'il fut un temps où les militants de la mémoire se comptaient sur les doigts de la main, et les temps que Pierre-François a évoqués sur l'histoire de notre institution montrent en effet qu'il a fallu beaucoup de chemin pour arriver là où nous sommes, et ce chemin a été parcouru grâce aux engagements des personnalités que vous avez citées, Pierre-François, dont vous d'ailleurs. Et je vous en remercie. Je vous remercie pour ces documents d'archives. Et c'est vrai que pour nous, vous savez, le mémorial travaille pour l'éternité. C'est-à-dire que nous nous disons que notre rôle à nous est de transmettre une institution à nos successeurs et de faire tout ce que nous avons à faire aujourd'hui pour que cela ne nous soit pas reproché par d'autres demain. Mais c'est surtout que lorsque la génération de la Seconde Guerre mondiale aura disparu, le combat, et je parle véritablement de combat, le combat pour l'histoire, le combat pour la mémoire de la Shoah, se fera avec les archives. Et donc, nous ne cessons de collecter des documents d'archives. Merci Pierre-François d'avoir lancé cet appel. Je ne le répète pas. Mais vous avez également, dans l'exposition que nous inaugurons aujourd'hui, une masse d'archives qui ont été collectées et qui vous montrent à quel point les archives sont essentielles dans l'enseignement, dans la transmission de l'histoire de la Shoah, pour tout, pour les expositions, pour les ouvrages sur le plan pédagogique. Voilà, donc c'est fondamental. Et merci en tous les cas, Père François, de ce moment inattendu. Je sais que vous aimez bien nous surprendre, là vous m'avez bien surpris, merci. Et bon, je pense que vous êtes impatient de découvrir l'exposition parce que c'est pour cela que vous êtes venus. Je vous rappelle également que dans 10 minutes, allez 15, David Teboul fait une conférence ici, bien évidemment, pour éclairer un peu la manière dont il a conçu cette exposition et d'où est venu pour lui
ce travail qu'il mène depuis des années autour de la famille Jacob. Donc, merci en tous les cas d'être venu pour cette exposition. Je vous invite à la découvrir à tous les étages du mémorial. Et puis faites marcher le bouche à oreille, parce que nous espérons qu'un public nombreux viendra redécouvrir encore et encore Simone et ses sœurs. Merci beaucoup.